En droit pénal du travail, la sanction doit être effective et intervenir rapidement. Dans cet objectif, l'ordonnance du 7 avril 2016 relative au contrôle de l'application du droit du travail a autorisé les agents du travail, les IT, les inspecteurs du travail, à pouvoir recourir à des modes alternatifs de répression des infractions. Il s'agit d'un terme générique qui regroupe les amendes administratives et les transactions pénales. Ou à l'instar de ce qui existe dans d'autres branches du droit pénal d'entreprise dans lesquelles j'ai eu le plaisir de faire plusieurs ouvrages, notamment en droit pénal fiscal, en droit pénal douanier, en droit pénal de la concurrence ou encore en droit pénal boursier. Bref, tout le droit pénal de l'entreprise est irrigué par cette idée, en effet, d'une certaine, j'y reviendrai, contractualisation du procès pénal, là où classiquement, le droit pénal était quelque chose, une discipline qui, de façon immanente, tombait du ciel et s'imposait sans qu'on puisse, à l'instar, je dirais, d'un contrat d'adhésion, en discuter le bout de gras. À titre liminaire, je rappellerai que pour les infractions les plus vénielles à la législation du travail, notamment en l'absence d'accident du travail ou de maladie professionnelle, l'inspection du travail a recours à d'autres systèmes encore, que je vous éliminerai en introduction de mon propos, qui ne sont pas des substituts à la sanction pénale, mais des notions, on va dire, parapénales, que le doyen Gamay et moi-même, dans nos ouvrages respectifs, je vous rappelle que le doyen Gamay, il présente effectivement cet avantage d'être un PUPH du droit, professeur d'université, praticien hospitalier, et je vous renvoie à un remarquable ouvrage, je le brandis tel le Nouveau Testament, Droit pénal, la sécurité et la santé au travail, c'est le meilleur ouvrage qu'on puisse avoir en la matière. Et je vous indique d'ores et déjà que j'ai organisé, et vous êtes toutes et tous invités, à la Cour de cassation un colloque sur regard croisé de la chambre criminelle, de la chambre sociale et de la deuxième chambre civile sur une notion essentielle de droit pénal du travail. Le président Tessier et le doyen Gamay m'ont d'ores et déjà fait l'honneur d'être présents. Je serais encore plus honoré si vous acceptiez vous-même d'y intervenir. Save the date. Je referme la parenthèse. En l'absence d'accident du travail ou de maladie professionnelle, l'inspection du travail a recours à d'autres mesures. Je pense notamment au coup de sifflet, le simple rappel à la réglementation pénale, puisqu'on sait qu'un inspecteur du travail n'est pas obligé d'aller directement, à la différence d'un OPJ, je dirais au PV. Ou encore à la mise en demeure de se conformer à la réglementation. Il peut également recourir à certaines mesures conservatoires. Il peut même saisir le président du tribunal judiciaire en référé dans les conditions de l'article L4732-1 du Code du travail. Mais transactions pénales et amendes administratives, qui constituent aujourd'hui l'objet de notre attention, confèrent donc des nouveaux pouvoirs qui n'ont pas conduit pour autant à une dépénalisation totale du droit pénal du travail. Je m'explique. L'élargissement du champ des amendes administratives et l'ouverture d'une procédure de transaction ne font pas obstacle à ce que la voie pénale conserve sa pleine dimension. Et nous verrons qu'en effet, il est des domaines où, certes, l'amende administrative semble être plus pertinente et doit être parfois plus fréquemment empruntée. Madame la directrice du travail, qui interviendra à l'occasion de la table ronde, nous le dira. Et au sein même de la voie pénale, il est possible d'opter entre une saisine classique du juge répressif et le recours à la transaction pénale. Au-delà de la sécurité du travail, Monsieur Lacueille, eh bien, dans le cadre des infractions simples ou formelles, l'action administrative, qui pourra être jugée à certains égards plus simple, plus rapide, plus efficace, est à privilégier. La fameuse instruction de 2016 de l'inspection du travail, tout comme la circulaire de 4 jours après, que tu connais bien, monsieur le doyen, pour avoir fait d'ailleurs pas seulement le bouquin, mais une remarquable étude au JCPS 2025 sur cette question, eh bien, n'empêche, tout cela peut être privilégié. Et s'agissant en revanche, nous verrons ça en fin de propos, des infractions pénales les plus graves, eh bien, la sanction pénale devra être maintenue, bien évidemment, tel un cœur de filet. Transactions pénales et amendes administratives constituent certes des sanctions par nature très distinctes, donnant ainsi lieu à une répression à géométrie variable. Telles seront les deux parties de mon propos. Transactions pénales et
amende administrative, des sanctions par nature nettement distinctes. Là, je vous demande de retenir ça en lettres d'or. Si l'amende administrative constitue un véritable substitut à la sanction pénale, que nous verrons d'un premier point, les agrégés diraient d'une part, la transaction administrative constitue peu modestement une simple alternative à la sanction pénale traditionnelle, d'autre part. L'amende administrative constitue un véritable substitut à la sanction pénale. L'ordonnance de 2016 autorise en effet l'inspection du travail à établir un rapport aux fins de voir prononcer à l'encontre des entreprises des amendes administratives en cas de manquement à certaines situations pénalement sanctionnées. Il s'agit essentiellement des durées maximales du travail, les questions de repos, du décompte de la durée du travail, des salariés, du SMIC, du salaire minimum conventionnel et aux conditions d'hygiène, de restauration et d'hébergement sur les lieux de travail. Ces amendes sont à l'évidence, nous le verrons un petit peu plus tard dans mon propos, soumises au principe du droit répressif. Il s'agit, selon les juges strasbourgeois, d'une matière bien évidemment pénale au sens aussi bien formel que matériel. Pour autant, les amis, les dispositions faisant l'objet d'amendes administratives n'ont pas été dépénalisées pour autant. Ainsi, par exemple, des manquements susceptibles de tomber sur le coup de sanctions administratives font également l'objet d'incriminations délictuelles et contraventionnelles sur lesquelles je reviendrai dans le cadre de mon propos écrit. On sera amené, dans le cadre de se substituer à la sanction pénale que constitue l'amende administrative, d'examiner tour à tour le champ d'application assez limité, décrié en cela par certains, et que je partage également, et l'application des sanctions administratives. Qu'en est-il tout d'abord du champ d'application des sanctions administratives? Il est, on peut le dire, assez limité. Je ne vais pas rentrer effectivement dans, je dirais, une énumération un petit peu qui à l'oral serait un peu aride, mais je rappellerai qu'il y a une liste énumérative d'infractions qui est éligible aux sanctions administratives. Donc attention, ce n'est pas la panacée. Grosso modo, on peut les sérier dans la pratique judiciaire en 3 grandes catégories. Première catégorie d'infractions éligibles à la sanction administrative, ce sont tout ce que sont les manquements de l'employeur aux injonctions et aux demandes de vérification adressées par l'inspecteur du travail. Et là, vous avez un certain nombre d'éléments que vous retrouverez dans mon topo écrit, bien évidemment. Deuxième catégorie d'infractions éligibles à la sanction administrative. Il s'agit de tout ce qui concerne à protéger le travail des mineurs. Enfin, en troisième et dernier lieu, le Code du travail prévoit que le DRETS peut, sur rapport de l'inspecteur du travail et sous réserve des poursuites pénales, prononcer à l'encontre de l'employeur une amende en cas de manquement à certaines prescriptions du Code du travail sur lesquelles je ne reviendrai pas. Ça concerne notamment le repos, le décompte de la durée du travail, le SMIC, etc. On a pu, ainsi que l'a fait le doyen Gamay, et pour lequel moi je m'inscris tout à fait dans cette lignée, s'interroger sur le caractère très limité du champ d'application des amendes administratives. Oui, mais je suis complètement d'accord. La seule chose qu'il faudrait dans ces cas-là, que l'amende administrative puisse être d'un montant aussi dissuasif que la peine maximale encourue au titre du délit. Là, vous le verrez, ce n'est à l'évidence pas le cas. Il manque encore quelque chose. Que vous dire encore, toujours effectivement sur ce champ d'application limité, c'est que à l'intérieur de cette liste limitative d'infractions que je vous ai dit sériée en 3 grandes catégories, l'agent du contrôle, l'inspecteur du travail, d'ailleurs l'OIT le met en état d'apesanteur hiérarchique tant à l'égard du PROC que du préfet que de sa propre hiérarchie interne, va disposer d'une entière marge d'appréciation pour dresser procès-verbal d'infraction qui sera transmis au parquet ou pour, au contraire, établir un rapport aux fins d'une mise en œuvre de sanctions administratives. En d'autres termes, la balle est dans le camp de l'inspecteur du travail. Vous ne pouvez pas, avocat ou conseiller juridique, à l'indifférence de ce que nous verrons pour la CRPC ou la CGIP, être amené à solliciter une mesure de substitution à un renvoi classique devant un tribunal correctionnel. Comment s'appliquent les sanctions administratives? Eh bien, on verra en 3 points successifs
les formalités préalables, dans un second temps la mise en œuvre, puis enfin la question délicate de l'imputabilité de ces sanctions administratives. Premier point, les formalités préalables. Le DRETS, eh bien, est la personne compétente pour mettre en œuvre ces sanctions administratives. C'est une très bonne chose, car cette procédure permet de ce qu'une personne tierce à l'agent verbalisateur puisse prendre une sanction administrative. Cela sécurise, au regard de l'article 6 de la Convention des droits de l'homme, qui exige, vous le savez, une exigence minimale d'impartialité quand on prononce une sanction, eh bien, au regard, effectivement, du juge strasbourgeois, ce système, issu de l'ordonnance de 2016, est parfaitement sécurisé. Inutile, dans ces cas-là, de vous discréditer en faisant une éventuelle QPC devant une juridiction administrative ou devant une juridiction judiciaire. Là, ça sera plus le théâtre pour essayer de secouer le cocotier. Le principe constitutionnel est, à mon avis, tout à fait, je dirais, intégré. Comme les principes du procédé pénal s'appliquent, le principe du contradictoire veut que le DRETS en informe par écrit la personne de la sanction envisagée. Et à l'issue d'un certain délai imparti à la personne mise en cause pour faire valoir ses éventuelles observations, le DRETS peut alors prononcer, par décision motivée, une amende administrative et émettre un titre de perception correspondant. Vous allez avoir la possibilité de contester cela à la fois devant le juge administratif, tant sur le principe même de délivrance de la peine que sur le titre de ces perceptions, à l'instar de ce que j'ai pu découvrir en pénal fiscal, puisque c'est un autre de mes domaines d'intervention. Second point, la mise en œuvre des sanctions administratives. Nous sommes dans le cadre, comme du juge pénal, d'une amende qui va être prononcée in concreto. On ne va pas faire, on va dire, comment dirais-je, de la couture industrielle, mais véritablement, on va dire, pas du prêt-à-porter, mais du sur-mesure. L'amende, elle est lourde parce qu'elle peut être appliquée autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés par le manquement et peut être majorée. Oh, rien de nouveau sous le soleil dans la mesure où en matière pénale, précisément, la particularité du droit pénal du travail est, même en matière délictuelle, par dérogation au principe de non-cumul des peines, d'avoir des sanctions délictuelles qui peuvent se cumuler. Vous vous rappelez ce que disait effectivement Michel Audiard dans Le cave sur Rebif. Suppose qu'on ait effectivement une imprimante performante très efficace et du papier velin très très fin. Dab, qu'est-ce que ça nous rapporterait le monnayage? 15 ans de placard. En matière économique et financière, les bénéfices, ça se divise, la perpétuité, ça s'additionne. C'est un peu dans cet ordre d'idée-là qu'effectivement s'inscrit le cumul des sanctions pénales en matière aussi bien délictuelle que contraventionnelle. Donc il va falloir que le DRETS, puisqu'il y a une sanction qui peut être multipliée par ce multiplicateur, va devoir prendre en considération toutes les circonstances, la gravité du comportement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que bien évidemment, comme fait le juge pénal, ses ressources et ses charges. Le délai de prescription, il faut que vous le sachiez, c'est de 2 années révolues. Donc ça, c'est quelque chose qui est prévu dans le Code du travail et qui vous permettra, vous, si vous êtes avocat, de faire échapper, en cas d'expiration de ce délai, le client à la sanction administrative. Et bien évidemment, une fois qu'il a reçu sa sanction, la personne pourra faire un recours de plein contentieux devant le tribunal administratif. Un dernier, troisième et dernier point, la question de l'imputabilité des sanctions administratives. Ces amendes peuvent être indifféremment imputées, ça c'est important que vous le sachiez, à un employeur aussi bien personne physique que personne morale, et qu'elle soit de droit privé comme de droit public. L'administration, parfois, se rend coupable d'infraction. Et dans ces cas-là, elle y est redevable. Mais attention, là je vous demande de le noter, c'est très important. Contrairement au droit pénal du travail stricto sensu, il n'est pas possible, dans le cadre de cette sanction administrative, de sanctionner cumulativement personne physique et personne morale, car c'est un procédé dérogatoire au 121-2 du Code pénal qui nous dit que pour certaines infractions pénales les plus graves, il peut y avoir mise en œuvre pénale à la fois de la responsabilité de la personne physique dirigeant et de sa personne morale. Voilà ce qu'effectivement je pouvais vous dire. La seule façon dont votre client pourra, le cas échéant, s'exonérer de sa responsabilité administrative,
c'est à l'instar du droit pénal des affaires stricto sensu, une délégation de pouvoir qui, je vous le rappelle, est valable dès lors qu'elle s'inscrit dans une entreprise d'une certaine taille, d'une part, et que le délégataire est investi de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires pour mener à bien cette délégation. J'en ai terminé avec l'amende administrative. Voyons maintenant la transaction administrative qui, elle, est une alternative à la sanction pénale traditionnelle. Ce n'est pas un substitut, c'est plus modestement une simple alternative. En effet, le Code du travail autorise depuis 2016 l'inspecteur du travail, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement. Attention, le PROC a toujours ce qu'on appelle le monopole de l'opportunité des poursuites, article 40 du CPP. Cela imprègne tous ces mécanismes de transaction pénale et d'amende administrative. Tant que l'action publique n'a pas été en mouvement, de transiger avec les personnes physiques ou morales sur la poursuite d'une infraction. Quel est le champ d'application de cette transaction administrative? Quelle est sa mise en œuvre? 2 points que nous verrons successivement dans cette seconde sous-partie de ma première partie. Le champ d'application doublement limité, la transaction pénale tout d'abord. Cette limitation du législateur s'explique par le fait qu'il faut mettre de côté toute idée de transaction pénale pour soit les infractions qui donnent lieu à des constitutions de partie civile. Pourquoi? Parce que si vous faites une transaction pénale, vous mettez complètement de côté la victime d'un ATMP, le cas échéant. De même, tout ce qui va effectivement être relativement grave, j'y reviendrai dans ma seconde sous-partie de ma seconde partie, que j'appellerai le cœur pénal incompressible, et puis bien évidemment, toutes les infractions qui requièrent, on va dire, un débat public, ou même le fait qu'à ce jour, le juge pénal n'a jamais été amené à trancher une question. Dans ces cas-là, quand le juge doit faire preuve, on va dire, d'imagination, doit agir praeter legem, en marge de la loi, quand bien même le principe d'interprétation stricte prévaut, eh bien, il est important que d'un point de vue, on va dire, didactique, pédagogique, il y ait une doctrine du juge pénal, et ça sera un renvoi devant le tribunal correctionnel. Alors, quelles sont ces infractions qui sont là aussi très exhaustives? Elles sont visées à l'article L8114-4. Il s'agit essentiellement de contraventions relatives au contrat de travail, de contraventions relatives aux accords collectifs et aux conventions collectives, des contraventions concernant tout ce qui est durée du travail, salaire minimum et outre-mer, tout ce qui va effectivement également concerner la santé et la sécurité au travail, s'agissant des contraventions, mais également des délits, tout ce qui est profession particulière et apprentissage. Attention, échappe au domaine de la transaction pénale tout ce pourquoi, effectivement, ça aussi c'est très important, l'administration fiscale peut prononcer des amendes administratives. En d'autres termes, il faut que vous disiez que la sanction pénale, la transaction pénale et l'amende administrative constituent 3 cercles qui ont des domaines, je dirais, qui dans certains cas peuvent être concurrents, mais qui dans certains cas, comme ici, peuvent s'exclure mutuellement. Ce sera fromage ou dessert. Les infractions susceptibles effectivement de faire l'objet d'une transaction pénale sont démonétisées, du coup, en ce qui concerne l'amende administrative démonétisée au niveau de la transaction pénale. Et puis, il y a une limite tenant au quantum des peines encourues. La transaction pénale, c'est l'adage « de minimis non curat praetor ». Le juge ne s'occupe pas des broutilles, y compris pénales. Donc, vont échapper à toute transaction les délits punissables d'une peine de plus d'1 an d'emprisonnement. Voilà. Donc, c'est essentiellement dans la pratique quoi, qui effectivement va concerner la transaction pénale, la matière contraventionnelle, ce qu'on appelle les délits contraventionnels. Alors, pour les moins spécialistes du droit pénal, ce sont des délits parce que la peine est supérieure à celle de 1 500 € pour les amendes, mais contraventionnels, dit-on, parce qu'il n'y a pas de peine d'emprisonnement, même symbolique, qui est prévue. Et enfin, bien évidemment, les délits classiques dont la peine d'emprisonnement est égale ou supérieure à 1 an. Donc on va exclure, j'y reviendrai tout à l'heure, tout ce que sont les délits d'homicide involontaire, de travail illégal, qui constituent un gros morceau du droit pénal du travail. Tout ce qui va être effectivement, là aussi, atteinte à la sécurité physique ou psychique d'un inspecteur du travail. Menaces, obstacles à contrôle, ce qu'on appelle l'entrave, ou encore les coups et blessures volontaires, bien évidemment. De même que, et là nous quittons le domaine de l'IT, tout ce qui va être le domaine du harcèlement ou de la discrimination. Là,
il y aura une sanction administrative, que je vous cite seulement pour mémoire, qui pourra être faite par le défenseur des droits. Mais ça n'a rigoureusement ici rien à voir, je vous la cite seulement pour mémoire. Alors, comment se fait cette transaction pénale au niveau de sa mise en œuvre? Eh bien, il y a un PV de constat qui est établi par l'inspecteur du travail, et je vous l'ai dit, à condition que le procureur de la République n'ait pas déjà enclenché la première vitesse au niveau de l'action publique. Cette offre, car c'est une offre, doit préciser à l'employeur le montant de l'amende transactionnelle qu'il devra payer, et bien évidemment, elle ne pourra pas être supérieure à celle qui est prévue au titre du délit. Cela va de soi. Cette offre devra également contenir un certain nombre d'obligations qui seront imposées à l'auteur. Et oui, c'est un peu comme l'idée sur laquelle je reviendrai très vite en fin de propos sur la CGIP. La CGIP consiste à payer pour le passé, pour solder le passé une amende, mais consiste pour l'avenir à prendre l'engagement de ne pas, je dirais, être amené à recommencer. Donc il y aura des dispositifs coupe-circuit qui vont être effectivement mis en œuvre dans la CGIP. Nous retrouvons cette même idée dans la transaction pénale pour éviter le renouvellement de l'infraction, pour la faire cesser plus radicalement. Voilà ce qu'effectivement je pouvais vous dire. Bien évidemment, là aussi, la délégation de pouvoir pourra être utilement invoquée à l'instar de ce que je vous ai dit pour l'amende administrative pour faire échec à sa sanction. Et alors, grosse différence entre la transaction pénale et l'amende administrative. Alors que la sanction administrative s'impose à l'employeur, l'employeur peut en revanche refuser la transaction pénale. Ou attention, c'est riscophobe, parce qu'on risque à ce moment-là des poursuites classiques devant la juridiction répressive. Et si elle a été acceptée, cette transaction pénale est alors transmise pour homologation auprès du procureur de la République. Et dans ces cas-là, elle va éteindre l'action publique. J'en ai terminé avec ma première partie. Je voulais, dans les quelques minutes qui me restent, être amené à voir dans la seconde partie de mon propos des sanctions donnant lieu en pratique à une répression à géométrie variable. Je serai amené à voir successivement dans cette seconde partie, d'une part, l'articulation entre les sanctions pénales et transactions pénales et sanctions administratives d'autre part. Et puis, je serai amené à voir dans un second point de ma seconde partie ce que je vous ai appelé tout à l'heure, moi qui aime manger le cœur de filet, le cœur de saumon, le maintien exclusif de la sanction pénale pour les infractions les plus graves ou les plus emblématiques. Voyons tout d'abord, si vous voulez bien, cette articulation entre, d'une part, les sanctions pénales classiques, renvoi devant le tribunal correctionnel, et de l'autre côté, ces idées qui participent d'une certaine contractualisation du droit pénal du travail. Vous comprenez bien que la coexistence de ces sanctions, pénales d'un côté, substituées à la sanction pénale ou alternatives à la sanction pénale de l'autre, nécessite que tout le monde se parle, notamment entre le monde de l'inspection du travail et le parquet. L'article 8115-2 du Code du travail est extrêmement clair à cet égard. L'autorité administrative compétente informe par tout moyen. Vous le savez qu'en légistique, quand on utilise l'impératif présent, l'indicatif présent vaut impératif. Informe, doit informer par tout moyen le proc des suites données au rapport de l'inspecteur du travail. Donc, depuis 2016, la circulaire DGT de 2016, la circulaire du ministère de la Justice de juillet 2016, de même qu'une récente circulaire conjointe du ministère du Travail et de la chancellerie du ministère de la Justice, ont été amenés à nous donner quelques axes, on va dire, concernant cette collaboration. L'inspecteur du travail, je vous l'ai dit, a le choix entre dresser un PV ou établir un rapport aux fins de sanctions administratives. Mais il doit, pour cela, préserver la possibilité pour le parquet d'engager des poursuites pénales si nécessaire. C'est pourquoi le DRET doit, selon la circulaire DGT, communiquer 2 fois par mois au parquet un tableau des sanctions administratives envisagées. Et là, qui ne dit mot consent. Le parquet dispose d'un délai d'1 mois, à l'issue duquel, ça sera nihil obstat. Je ne m'oppose pas à la mise en œuvre de la sanction administrative. Dans le cas contraire, le procureur est amené à tout simplement
exercer sa compétence et va demander, bien évidemment, la transmission du procès-verbal d'inspection du travail pour engager une enquête préliminaire, rarement une information judiciaire, et ensuite, le cas échéant, un renvoi devant le tribunal correctionnel. Voilà ce qu'effectivement je pouvais vous dire. Les instructions de 2016 sont amenées également à prévoir un renforcement du dialogue entre le parquet et le DRET, avec des rencontres périodiques, à le fait, mais ça existait déjà, nil ne soupçonné à cet égard, des référents qui seront effectivement les magistrats référents au regard de l'inspection du travail. Pour ma part, quand j'ai commencé entre 1993 et 1998, 2 postes de magistrat ECOFI dans les parquets économiques et financiers, j'étais nécessairement la personne attitrée. Donc, y a-t-il vraiment une grosse révolution? C'est ce qu'on peut éventuellement se demander. Alors, en présence de manquements frauduleux les plus graves, notamment de travail illégal, où là on ne rigole pas, travail issu par dissimulation d'activité, par dissimulation de salariés, de marchandage prélicite de main-d'œuvre, et surtout les fraudes au détachement transnational des travailleurs dans l'UE. Alors là, une action conjointe administrative et judiciaire est préconisée pour faire cesser l'infraction. Je vous renvoie d'ailleurs à cet égard, je la citerai en note de bas de page, à une remarquable étude du doyen Gamay sur l'articulation des sanctions pénales et administratives. Vous le savez qu'en matière boursière, c'est fromage ou dessert, depuis l'arrêt Grundy-Stevens du 9 mars 2014 de mémoire. En matière fiscale, c'est tout le contraire, c'est fromage et dessert, sanctions administratives et sanctions pénales sous 3 réserves d'interprétation. En matière du droit pénal du travail, je ne déflorerai pas les choses car je vous renvoie à l'excellente étude à cet égard. Quant au droit de la concurrence, je suis en train de stacker là-dessus. Je dois faire un colloque la semaine prochaine au niveau de Monsieur le Président, de l'Université de Paris 2, où l'Institut de criminologie, sachez-le, fait quelque chose sur le principe nebicidem en droit pénal des affaires. On fonctionne à guichet fermé, c'est la salle des thèses, Monsieur le Président, qui est réservée. La matinée, c'est no hope, c'est déjà pris. L'après-midi, qui est précisément l'endroit où seront traités, on va dire, du principe nebicidem dans les contentieux de droit des affaires, ça tombe bien, c'est ça seulement qui vous intéresse. Il y a encore quelques places. On dit en procédure collective, le paiement est le prix de la course, ou plus latinement, selon une formule juridique, prior tempore, potior iure. Allez-y, courez. Que vous dire encore d'autre? En présence de manquements administratifs graves, comme le travail illégal, je vous l'ai dit, fromage et dessert. Et puis, certaines circonstances particulières doivent amener les agents à envisager, à préconiser, à préférer la voie pénale plutôt que la matière administrative. Quand on a affaire à un employeur qui véritablement est en état de réitération ou de récidive, ou quand il y a un intérêt spécifique à faire connaître, on va dire, je dirais, la position du juge pénal, ou bien évidemment, si une OS ou une institution représentative du personnel désire se constituer partie civile. Comme pour la victime d'un AT-MP, là, on ne peut pas véritablement oblitérer la possibilité d'accès de ces parties civiles au procès pénal. Autre chose que faire un renvoi devant le tribunal correctionnel viendrait à fermer les portes. Et là, vous auriez un risque de quoi? Que l'OS soit amené à tout simplement contester les choses au regard de l'article 6 de la CEDH, l'accès au juge. Rappelez-vous ce que disait Voltaire au XVIIIe siècle. Il y avait un petit hobereau qui, effectivement, était amené à tout simplement détourner de l'eau au profit d'un pecno prussien. Et il est allé le voir, l'autre, avec sa morgue, l'a renvoyé. Il a dit, monsieur le comte, il y a des juges à Berlin. Il a eu accès aux juges. La petite histoire raconte que la justice lui a donné raison et que le roi philosophe a été amené à le schlaguer, pas le pecno, mais le hobereau, a raison et d'un abus de pouvoir. Donc vous voyez, le droit au juge, l'accès au juge est quelque chose d'extrêmement important. Et puis je serai amené dans 2-3 minutes, comme ça j'aurais fait mes 30 minutes pile, en ma qualité d'ancien officier de marine embarqué, j'aurais respecté le PIM, le point intention mouvement, l'atterrissage du bateau gris au port à la minute près. Il y a un maintien de ce que j'appellerais le cœur de saumon, le cœur de filet, pour certains dossiers pour lesquels là, no hope, pas de transaction administrative, pas d'amende pénale. L'instruction DGT de 2016, la circulaire du 10 juillet 2016, de même que l'instruction du 10 juillet 2025, vise un certain nombre de situations.
toutes les infractions les plus graves, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est? Les infractions dont sont victimes, je vous l'ai déjà dit, les inspecteurs du travail, tout ce qui est accident mortel et corporel du travail résultant d'une violation délibérée aux règles de sécurité. Nous sommes dans ce qu'on appelle en droit pénal le dol préterintentionnel. L'imprudence confine quasiment l'intention. On a ce cas. Voici effectivement, j'étais moi substitut dans l'Est de la France et COFI, il y avait une tranchée qui n'était pas étayée. L'inspection du travail était amenée à faire tout d'abord un rappel à la réglementation. Puis ensuite, elle est montée en gamme. Inéluctablement, ce qui devait arriver arriva. Une personne enfouie sous une tranchée, ensevelie. Il est évident que dans ces cas-là, vous voyez bien qu'on ne peut pas, dans ces cas-là, faire autre chose que renvoyer devant le tribunal correctionnel. Tout ce qui va être infraction d'entrave au dialogue social, tout ce qui va être infraction, je le répète, en matière de travail illégal, les fraudes sociales graves également, et les infractions pénales commises en récidive ou en réitération, et puis bien évidemment, ça je vous l'ai déjà dit, ça rejoue ici, tout ce qui est à ce jour inédit en droit pénal du travail, pour lequel le juge, jusqu'à la Cour de cassation, jusqu'à ma boîte, être amené à devoir faire preuve de, on va dire, d'innovation. Y a-t-il ou non, dans cette situation à ce jour inédite, infraction pénale? Alors, cette instruction de 2025, elle est très bien. Mais moi, bien évidemment, elle est amenée à bredouiller à certains égards. Elle est amenée à pratiquer le nébis, qui doit être in idem. Pourquoi? Parce qu'on nous dit, eh bien, il faut privilégier ce qui va être manquement obérant gravement à la sécurité. Quoi de nouveau sous le soleil? Moi, je ne vois pas trop l'apport réel de cette précision. Mais vous le savez que ce qui vaut en matière de loi s'applique également dans les termes des normes juridiques plus modestes de la hiérarchie des normes. Déjà, dans son discours introductif au Code civil en 1804, Portalis disait que la loi est parfois un peu trop bavarde. Ben là, la réglementation, semble-t-il, du ministère de la Justice et de la DGT a peut-être effectivement un peu bafouillé. En revanche, ce qui est intéressant, c'est l'apport de l'instruction 2025 qui a été amené à nous dire que, attention, il peut y avoir renvoi d'une affaire devant le tribunal correctionnel, même s'il n'y a pas accident du travail. Ça vient en quelque peu apporter on va dire, une nuance par rapport à ce que je vous ai dit effectivement tout à l'heure. Il s'agirait de tout ce qui est, je dirais, mécanisme non pas post-ATMP, mais ante-APMP. Vous savez que le droit pénal du travail est amené à sanctionner du chef d'homicide involontaire ou de blessure involontaire des infractions une fois la connerie faite. Mais il est amené, à titre de ce qu'on appelle d'infraction obstacle, consistant à tuer dans l'œuf tout risque d'accidentologie, tout ce qu'on appelle le risque de sinistralité dans une entreprise, les délits de mise en danger, et puis un certain nombre de délits tels que la prévention des risques de chute de hauteur. Voilà quelqu'un qui, au niveau d'une entreprise de BTP, fait travailler les personnes à plus de 2 mètres de hauteur. Normalement, il doit y avoir un échafaudage. Le problème, c'est que ça coûte du blé, tout ça. Et bien évidemment, grande est la tentation de se dire, le gars, il sera amené à travailler au niveau d'une échelle. Pas l'échelle RIP. Là, on est parfaitement... Mais indépendamment de la survenance d'un accident, ça sera effectivement toujours poursuivi. Tout ce qui va être équipement de travail défectueux, qu'il s'agisse d'équipement individuel ou d'équipement collectif, tout ce qui va être insuffisance à la formation, à la sécurité des travailleurs, et puis bien évidemment l'exposition à tous les risques pathologiques, pas tant au niveau des accidents du travail que des maladies professionnelles. Vous savez, cette différence fondamentale qui existe aussi bien en droit du travail qu'en droit pénal du travail. L'accident du travail se caractérise par sa soudaineté, alors que la maladie professionnelle, elle fonctionne, on va dire, tout d'abord, de façon insidieuse. Elle est comme un sous-marin. Elle n'est pas en principe détectable. Puis d'un seul coup, elle fiche surface. On est ce qu'on appelle en immersion périscopique. Voilà. Là, il est évident que dans ces cas-là, il devra effectivement donner lieu à une répression pénale classique pour toutes celles et ceux qui sont amenés à faire travailler
les personnes, par exemple, dans le cadre de l'amiante, sans respecter l'exigence d'un scaphandre, l'exigence, même pour des substances moins pathogènes, notamment volatiles, d'un masque autre chose qu'un masque qu'on a durant le Covid, etc. Voilà, et puis, surtout, une autre précision intéressante, parce que jusque-là, c'est vrai qu'elle était nécessaire. Je m'en suis rendu compte pour avoir passé 6 ans à la section ECOFI de la Chambre criminelle dans les affaires d'ATMP. Il y a un certain nombre d'affaires classiques où là, nous avons non pas un employeur, mais nous avons plusieurs entreprises qui sont amenées à travailler sur un même chantier, à une même opération, qui sont amenées parte in qua à collaborer à l'éclosion d'un dommage commun. Dans ces cas-là, il est important qu'effectivement, le PV de l'inspection du travail, qui peut être plus encore que celui de l'OPJ, est amené à être véritablement le spécialiste de la matière, soit amené à véritablement décliner de façon précise les responsabilités respectives de chacun, soit amené à déjà faire un peu le ménage sur la notion de délégation de pouvoir. La délégation de pouvoir est-elle valable ou n'est-elle pas valable? Si elle n'est pas valable, c'est un peu comme effectivement un boomerang. Ça revient en pleine figure du délégant. Et puis, bien évidemment, quand vous avez, par exemple, une entreprise qui est amenée à mettre, notamment dans le BTP, plusieurs entreprises autour d'un même projet, il y a la nécessité de désigner un chef d'orchestre, qu'on appelle un coordonnateur de travaux. Dans ces cas-là, il est évident que le défaut de cette réglementation pénale donnera lieu, dans ces cas-là, à une poursuite pénale, mais surtout à un PV de l'inspection du travail qui devra se montrer particulièrement détaillé sur ce point. Alors, en terminaison de mon propos, est-ce que même dans ce domaine incompressible, ce cœur de filet, ce cœur de saumon qui constitue le droit pénal, qui ne peut pas faire l'objet de substitut à la sanction pénale ou d'alternative à celle-ci, y a-t-il, je dirais, no hope pour l'avocat? Non, et ça va être bien évidemment, je dirais, une transition facile avec ce qui pourra être évoqué tout à l'heure autour effectivement du brillant quadrium vira qui effectivement suit mon intervention. La contractualisation du droit pénal, même dans ce domaine où le parquet s'est saisi de l'affaire, peut jouer. J'ai monté, il y a 2 ans de cela, un colloque intitulé « La contractualisation du droit pénal de l'entreprise ». Et à cette occasion, on s'est rendu compte qu'on avait multiplié des possibilités alternatives, un peu à l'américaine. D'abord, une personne physique, pour avoir, même si effectivement elle est renvoyée dans le tribunal correctionnel, éviter ce renvoi en recourant à la CRPC 41-2-1 du Code pénal. Cette possibilité de pouvoir faire une sorte de plea bargaining, de pouvoir discuter avec le parquet, à la fois le principe de la responsabilité, qui, notez-le bien, doit être reconnu dans la CRPC. La négociation se fait en revanche sur la répression. Et dans le cadre de cette contractualisation, c'est comme en matière de procédure collective, quand vous avez un accord qui conclut, ça ne suffit pas. Il faut le Stempel, l'homologation. Effectivement, la juridiction. Le président du tribunal judiciaire doit donner ou non son homologation. Il va en être de même pour la CGIP, pour les personnes morales. Grande différence. La CGIP n'entraîne pas les différences de la CRPC de reconnaissance. J'ai péché par action, oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie des anges et tous les saints. Il n'y a pas ça ici. Non, il n'y a pas ça. Il y a le fait d'accepter le paiement d'une amende qui sera payée au Trésor public et le fait de se soumettre à une obligation en nature dont je vous ai parlé tout à l'heure pour préserver l'avenir. Sous l'égide de l'AFA, l'Agence française anticorruption, il va y avoir des dispositifs coupe-circuit. On retrouve ça également en matière d'entente, d'abus de position dominante, d'abus de dépendance économique, dans les articles L 420-1, 420-2 et 420-2-1 du Code de commerce. L'autorité de la concurrence accepte de se montrer bonne fille. Dès lors qu'on plaide coupable, on paye une amende, et puis pour l'avenir, on crée des dispositifs pour ne pas retomber dans l'hérésie. Faute de quoi, on sera déclaré relapse et brûlé sur le bûcher pénal. Donc, vous avez ici, dans le cadre de la CGIP, une non-reconnaissance de culpabilité qui va faire l'objet, si effectivement elle a donné l'objet effectivement d'un consentement parquet et représentant la personne morale,
à une homologation par le président du tribunal judiciaire. C'est très intéressant. Pourquoi? Parce que de plus en plus souvent, je parle d'expérience, la responsabilité pénale de la personne morale est engagée. Or, il y a de nombreuses infractions en droit pénal de l'entreprise, et notamment en droit pénal du travail, qui consistent en quoi? Qui consistent notamment en une peine d'exclusion des marchés publics. Quand on est une entreprise qui travaille dans le BTP, ou qui travaille éventuellement comme dans le domaine de la défense, monsieur Laccueil, et qui est amené à travailler nécessairement avec la DGA, avec les collectivités civiles telles que l'État, la région, etc. Il est intéressant de recourir à la CGIP car on évite le tribunal correctionnel et on a le risque évité que soit prononcée une CGIP puisqu'il n'y a pas de culpabilité pénale. Je vous remercie.